On revient à présent sur l'enquête en Israël après l'attaque d'un pub vendredi dernier à Tel Aviv qui a fait 2 morts et une dizaine de blessés. Les investigations se poursuivent, notamment autour de la famille de ce suspect, originaire du nord d'Israël. Les policiers se sont rendus dans la maison familiale. Aujourd'hui, ils ont procédé à plusieurs arrestations. Le reportage de Maël Benoliel. Harara, dans le nord d'Israël, c'est ici, dans ce village arabe, qu'est né Nashat Melchem, le tireur ayant tué 2 personnes et blessé 7 autres à l'arme automatique ce vendredi à Tel Aviv. C'est dans cette maison qu'il a vécu. Sa famille, très choquée, n'en revient toujours pas. Le père de Nashat, qui a reconnu son fils sur les images de vidéosurveillance et qui a prévenu la police, ne souhaite pas s'exprimer face caméra. C'est pourtant avec son arme que son fils aurait commis l'irréparable. Son oncle se charge de condamner fermement cette attaque. Chacun est très triste en raison de ce crime. Nous ne connaissons pas les détails exacts et nous ne savons pas pourquoi il a fait cela. Tout le monde est sous le choc. Notre religion, l'islam, est une religion de paix. Elle appelle à la pitié, à l'amour, à la paix pour le monde entier. Ce n'est pas une religion raciste, elle n'appelle pas au crime. Quelques minutes après notre arrivée sur place, son père, anciennement membre volontaire de la police municipale du village, se fait embarquer par la police sous nos yeux. Devant la maison familiale, nous retrouvons aussi Ahmed, conseiller municipal d'Harara et proche des Melchem. Ce dernier décrit Nashat comme quelqu'un de particulièrement instable et connu des services de police. En 2008, il est condamné à 5 ans de prison pour avoir attaqué un soldat au tournevis et tenté de lui voler son arme de service. Un acte de vengeance selon le conseiller municipal après qu'un cousin de Nashat ait été tué par la police en 2006. Il a été jugé et condamné à 5 ans de prison. Certains dans le village ont considéré son acte comme héroïque. Mais le tribunal a statué que ce n'était pas une attaque terroriste nationaliste, mais bien un acte criminel. Il voulait juste revendre l'arme du soldat. Pour certains de ses proches, il s'agissait plus d'un acte de vengeance après la mort de son cousin. Nous décidons de nous rendre chez celui qui l'a défendu au moment des faits. Pour son avocat, il ne fait aucun doute, Nashat serait un déséquilibré. Même ses comportements pour n'importe quelle personne, quand on voit comment il marche, comment il parle avec les gens, c'est pas qu'on doute. On est presque certain qu'il souffre d'une maladie psychique. Acte terroriste prémédité ou acte criminel commis dans un élan de folie, la question demeure toujours en suspens pour le moment. En attendant, Nashat Melchem reste un homme dangereux et armé. Il est encore activement recherché par les forces de sécurité. Alors les questions posées par ce drame justement, eh bien on va se les poser avec Laurent Siget, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du parti Yesh Atid, vous habitez à Tel Aviv. Bonsoir Olivier Rafovitch, colonel de réserve dans l'armée israélienne. D'abord, question qui évidemment est sur toutes les lèvres depuis vendredi. On a vu hélas beaucoup d'attentats ces derniers mois, principalement à Jérusalem, en Cisjordanie. À chaque fois, les terroristes ont été éliminés quasiment sur place. Là, on a un terroriste qui a pu s'enfuir en marchant, disent certains, et qui n'a toujours pas été retrouvé plus de 3 jours après. Comment on peut l'expliquer, Olivier Rafovitch ? D'abord, c'est un acte terroriste extrêmement grave, préparé et planifié à l'avant. J'entends les discours et les explications de membres de sa famille qui sont tous, à part le père, des islamistes intégristes. On a même les images, enfin j'ai vu dans l'après-midi les images des comptes Facebook de lui-même et du frère. On a affaire à des images de Daesh, des armes, des gens qui disent je veux aller mourir parce que la mort c'est bien. Donc il y a ici d'abord, à mon avis, à notre avis, une daeshisation, voire même une action qui est proche, ou voire commandité de Daesh. On sait également que Daesh peut avoir des cellules locales qui sont activées par différents moyens. Maintenant, au niveau de l'attentat lui-même, encore une fois, il prépare son action, il a du sang-froid, il tire. Les gens ne savent pas d'où viennent les tirs exactement. Il se peut qu'il y ait eu des gens qui ont voulu réagir. Il a très rapidement quitté la zone de l'attentat. Peut-être qu'il y a des complices. Hein. C'est pas impossible que cet attentat-là soit de style Mohamed Merah.
c'est-à-dire un terroriste qui au départ semble être quelque chose d'individuel, sans véritablement de revendications claires, et puis petit à petit on se rend compte qu'il y a derrière lui un appareil humain, une infrastructure, une idéologie. Donc pour l'instant, toutes les choses qui viennent à critiquer le comportement des gens autour d'un homme qui tire dans la foule avec une arme automatique sont des choses à prendre, encore une fois, de manière extrêmement on va dire, sensible. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction comme à Jérusalem, comme dans d'autres endroits d'Israël, où les gens tirent. Et c'est vrai que c'est la première fois, je crois, qu'en Israël, nous avons à faire face à un acte de terrorisme où le terroriste a tué, n'a pas été appréhendé, n'a pas été arrêté, n'a pas été même éliminé, et que pour l'instant, il est encore recherché par les forces de sécurité. C'est ça, à mon avis, l'élément important, et l'élément grave aujourd'hui, qui fait que nous devons, nous, en Israël, au niveau sécuritaire, que ce soit le Shabak, la police et l'armée, devons également bien réfléchir, non pas seulement à cet attentat qui va arriver à une fin, nous allons trouver cet individu, il se peut qu'il continue à tirer, qu'il reste dangereux, il a une possibilité, encore une fois, de continuer la violence, mais en tout cas, il faut également peser l'impact d'une telle action violente, à la fois pour les terroristes qui continuent à frapper Israël, puisqu'aujourd'hui il y a eu d'autres attentats, et puis également l'impact dans la rue des Arabes israéliens, qui pour l'instant étaient, entre guillemets, en majorité en dehors, je dis bien au niveau pratique, de cette vague de violence qui touche Israël. À mon humble avis, il y a une intime corrélation et une intime même, on va dire, relation entre les attaques des Arabes palestiniens et des Arabes israéliens contre l'État d'Israël. Et je crois que nous avons peut-être ici à faire face à un changement grave, dangereux, inquiétant pour Israël, également pour les Arabes israéliens, dans cette action d'il y a 2 jours. Laurent Siget. Donc premièrement, je voudrais réagir à ce qui se passe aujourd'hui à Tel Aviv, puisque je suis citoyen de la ville de Tel Aviv. Ma fille de 14 ans, justement ce jour-là, sortait avec ses 2 amis justement à la rue d'Izengov, et je pensais bien que en tant que parents, nous étions extrêmement inquiets. Heureusement qu'aujourd'hui, nous savons la génération du GSM, ce qui permet de savoir en temps réel que tout va bien. Je voudrais aussi, premièrement, apporter toutes mes condoléances aux familles de ces deux jeunes qui sont morts vraiment d'une façon horrible. Et je pense effectivement que la situation est dramatique aujourd'hui. Je suis partiellement d'accord avec ce que dit mon ami Rafovitch. C'est-à-dire que je pense effectivement que, d'abord, on n'a pas réagi à Tel Aviv comme on a réagi à Jérusalem. D'abord, je pense aussi que c'est dû à la façon dont cet homme s'est habillé. Son hébreu était parfait. Par rapport à, si on compare ça avec ce qui se passe à Jérusalem, lorsqu'un arabe attaque un juif, vous voyez que c'est un arabe. Ici, lorsqu'il est rentré dans le petit magasin et qu'il a acheté même des cacahuètes pour manger 2-3 secondes avant de tirer, son hébreu était parfait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui parlent un hébreu, qui est un hébreu relativement d'un bon niveau, qui ont une apparence qui est une apparence de type israélienne, non pas de type arabe, palestinienne, tel que ça se passe souvent à Jérusalem, à côté de la porte de Jaffa. Et c'est probablement pour ça que lorsqu'il est sorti et qu'il a tiré et qu'il est parti, si cette personne court un peu vite dans la foule, en quelques secondes, vous ne savez plus sur qui il faut tirer. C'est pas la porte de Jaffa. Mais est-ce qu'on n'a pas oublié les règles de sécurité finalement à Tel Aviv? Je ne crois pas. À Jérusalem, il y a une question du nom. Il n'y a pas de garde. Si aujourd'hui vous promenez tous les jours à la porte de Jaffa, vous êtes plus tendu que si vous promenez tous les jours à la rue d'Izengov pour le moment. Même que Tel Aviv a été victime depuis les années 95 jusqu'à aujourd'hui de pas mal d'attentats. Moi-même, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, lorsqu'un bus a sauté à la rue de Shaul HaMelech, qui se trouvait tout près du ministère de la Défense, je suis passé là 5 minutes avant. Donc je veux dire, mais nous n'avons peut-être pas les mêmes réflexes que dans les territoires, nous n'avons pas les mêmes réflexes qu'à Jérusalem, vu qu'il y a quand même un nombre plus bas d'attentats que dans ces endroits-là. Néanmoins, sur le fond, Olivier. Sur le fond. Pour ce qui est quand on parle de radicalisation des Arabes israéliens, c'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire c'est à la fois, il y a 2 tendances aujourd'hui dans la société arabe telle qu'elle est. Quand vous faites des études, que ce soit le contre-espionnage, le Shabak, le Mossad font des études, il y a un phénomène de radicalisation chez certains jeunes qui existe, qui est indéniable. Mais il y a à la fois aussi un phénomène, je n'aime pas ce mot, d'israélanisation d'une partie de la population arabe. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 tendances qui sont opposées.
Moi, j'étais la semaine passée à Nazareth, qui aujourd'hui, tout le monde croit que c'est une ville chrétienne, mais c'est pas une ville c'est pas à majorité chrétienne, c'est une ville à majorité musulmane. Je me suis promené tout le samedi. J'ai amené des amis qui venaient de l'étranger et il n'y avait pas de problème. Je suis rentré dans une mosquée. Non, je suis rentré dans. Non, excusez-moi, c'est pas d'abord le débat, mais c'est le débat. C'est le fond. On ne peut pas généraliser. Non. Olivier, il ne faut pas généraliser. On ne peut pas faire ce que fait Netanyahou, c'est-à-dire mettre toute la faute sur tous les Arabes israéliens. Il faut quand même comprendre que si vous prenez les statistiques, ce qui se passe au niveau des Arabes israéliens, c'est très, très, très minoritaire. C'est spectaculaire. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Dites-moi pourquoi. On va voir si nous sommes d'accord sur ce point-là. Non, on ne va pas être d'accord parce que vous ne connaissez peut-être pas ces éléments-là. Ce sont des éléments que j'ai bien étudiés, justement. Non, je vais vous dire. Il y a en Israël aujourd'hui une relation de plus en plus intime entre les Arabes dits israéliens et les Arabes dits palestiniens. La différence, c'est que les uns... Vous basez sur quoi ? Attendez, vous basez sur quoi pour dire ça ? Sur quelles statistiques, sur quelles études qui ont été faites ? Laissez-moi... Non, mais dites-moi sur quoi ? Si vous dites quelque chose, dites se baser sur quoi ? Je suis poli, laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Dites-moi sur quoi vous basez. Laissez-moi répondre, merci. Les Arabes israéliens le sont depuis 48. De 48 à 67, ceci leur accorde, donc ces 19 ans de vie avec les Israéliens, d'ailleurs pendant pas mal d'années sous contrôle militaire israélien, parce qu'ils n'ont pas toujours été des citoyens comme aujourd'hui. Il y a eu un danger sécuritaire des Arabes israéliens pendant pas mal de temps. Il y a eu un gouvernorat militaire en Israël parce qu'il y avait un danger. Ces gens-là étaient des gens qui ne voulaient pas être israéliens. La majorité se sont battus contre Israël, ils ont perdu, ils sont devenus, malgré eux, citoyens israéliens. Malgré eux. Pas avec amour pour Israël. Je ne parle pas des Druzes et ni des Circassiens. Je parle, et ni des Arabes chrétiens, mais qui, même eux, à un moment donné, n'étaient pas très sûrs de leur affiliation avec Israël. Les Arabes palestiniens, eux, le sont devenus depuis 67, sous contrôle israélien, et le sont toujours avec un contrôle militaire. Cette relation entre Arabes israéliens et Arabes palestiniens est une différenciation synthétique. Pourquoi ? Parce que ce sont les mêmes familles. C'est le même peuple qui sont... d'un côté comme de l'autre, fondamentalement et basiquement parlant, antisionistes et antisémites. Maintenant, qu'il y a une partie d'entre eux, par la voie du travail, du quotidien, parlent un hébreu courant, bien mieux d'ailleurs que beaucoup de gens qui arrivent en Israël et qui ne parlent pas l'hébreu, et juifs je parle, et qui soient aujourd'hui dans le marché du travail israélien et heureux d'être israéliens par le quotidien, c'est vrai. Mais ceci n'enlève pas une chose. Lorsqu'on voit la famille de ce terroriste, de cet assassin, on voit ses frères, on voit son oncle, tous islamisés, tous radicalisés. Maintenant, officiellement, ils sont israéliens, mais pas comme vous, et pas comme Jean-Charles, et pas comme moi-même. C'est un fait. Maintenant, les chiffres et les statistiques sont très compliqués. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les statistiques et dans les chiffres. Les Arabes israéliens, si demain ils sont la majorité, chas et shalom, ils ne voudront pas les Juifs avec eux. Ils les mettront dehors. Il faut aujourd'hui être très clair. Les Arabes israéliens sont sous contrôle du Shabak et de la police israélienne, ce qui fait qu'à Nazareth, on peut se promener tranquillement, également dans d'autres villes israéliennes. Mais s'il n'y a pas, je vous dis que s'il n'y a pas, malheureusement, de contrôle militaire, politique, sécuritaire dans ce qu'on appelle dans le monde arabe israélien, c'est la catastrophe. Il y a aujourd'hui, vous savez, dans le monde arabe, dans la rue arabe israélienne, des milliers d'armes illégales. Il y a des centaines de morts depuis des années dans des mariages, dans des fêtes, mais également du terrorisme, également de la mafia. Et il y a aussi un potentiel extrêmement dangereux qui est arrêté, bloqué dans la grande majorité par le Shabak israélien. Si aujourd'hui, l'État d'Israël baisse la garde, je dis bien baisse la garde, et cesse ce contrôle qui d'ailleurs va aller de beaucoup plus en avance, parce qu'aujourd'hui il y a une décision qui a été prise par Netanyahou, par le gouvernement israélien, de renforcer le contrôle dans le secteur arabe israélien. C'est une obligation. Sinon, Olivier, vous plaisantez. Non, absolument pas. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que les maires arabes israéliens demandent au gouvernement de s'occuper du problème des armes. Personne n'a jamais rien fait. Personne n'a jamais. C'est la droite israélienne qui est au gouvernement depuis 9 ans. Non, mais je parle pas de ça. Pourquoi est-ce que tout d'un coup... C'est bien au-delà de cela. Non, mais c'est pas au-delà de ça. Il faut quand même... On ne peut pas dire aujourd'hui, arriver devant les gens qui sont morts. Oui. Et dire aujourd'hui, comme Netanyahou l'a fait, oui, nous allons récolter les armes dans le secteur arabe. Les premiers demandeurs de loi contre les armes dans le secteur arabe sont les maires
des villes arabes israéliennes qui demandent au gouvernement de prendre des actes. Soyez pas naïfs. Écoutez, Comment ne soyez pas naïfs? Ce sont eux qui l'ont demandé. Demandé au ministre du Likoud. Ils ont demandé plusieurs fois qu'on s'occupe de ce problème. Ce problème n'a jamais été résolu. Je vais vous laisser répondre. Je voudrais juste qu'on retourne sur les lieux du drame rue Dizengoff, retrouver Léa Berdugo, car il y a eu il y a quelques instants la visite du ministre de la Culture Naftali Bennett, qui est aussi lui aussi très critique envers Netanyahou. De l'éducation, exactement. Léa. Oui, exactement. Il est venu ici sur le boulevard Dizengoff accompagné d'une poignée de ses militants. Le message était clair. Nous n'avons pas peur de la terreur. Israël vaincra. Il a tenu à venir ici pour montrer que oui, la vie continue. Il a déclaré que nous ne craignons pas le terrorisme et que la situation continue, mais qu'il fallait mettre en place des mesures supplémentaires. C'était donc les paroles du ministre de l'Éducation et du leader du parti Foyer Juif. Alors ici, l'atmosphère est toujours au recueillement et à l'hommage. Vous le voyez derrière moi, de nombreuses bougies ont été allumées en hommage aux personnes décédées lors de cette attaque vendredi dernier. Un mot, Léa, parce que vous avez pu rencontrer pas mal de témoins, évidemment, dans ce quartier. Beaucoup s'interrogent sur la fuite de ce tireur vendredi. Oui, depuis quelques jours, la polémique enfle et notamment sur les réseaux sociaux. Comment l'auteur de l'attaque a pu s'échapper alors que selon des témoins, au moins une personne sur les lieux de l'attaque était armée. Alors plusieurs hypothèses circulent. La première, c'est que ces personnes armées étaient en état de choc et donc étaient dans l'impossibilité d'utiliser leurs armes. Et la seconde, c'est qu'elles craignaient des poursuites judiciaires après donc s'être défendues contre cet attaquant. Alors autre polémique, ce serait la non-efficacité d'une milice qui dépend de la municipalité de Tel Aviv. Ce ne sont pas des policiers, mais ils sont armés et ont le droit d'utiliser leurs armes dans certaines situations. Alors que durant la seconde intifada, on pouvait apercevoir des gardes à l'entrée de tous les bars et cafés. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas et cela crée des mécontents au sein d'une certaine partie de la population de Tel Aviv. Merci Léa Berdugo en direct donc de cette rue de Dizengoff à Tel Aviv où il y a toujours beaucoup, on l'a vu, de personnes qui viennent témoigner de leur émotion. Alors, on parlait finalement de la place de cette communauté arabe israélienne dans ce pays si effectivement il y a un risque aujourd'hui. Vous êtes proche de Lieberman qui avait un plan, lui, qui avait fait beaucoup parler à l'époque lorsqu'il l'avait présenté, un plan de paix. De loyauté. C'est-à-dire il proposait de transférer les populations. Non, pas le transfert, non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nos voisins sont ni belges, ni luxembourgeois, et ni des gentils citoyens qui veulent la paix et l'amour. Ce sont des gens qui sont aujourd'hui de plus en plus radicalisés. Et on a vu tout à l'heure les images d'Iran, d'Arabie Saoudite, du Yémen. Le monde arabe est en effervescence dramatique. Il y a un chaos général, d'ailleurs, qui influence les Arabes israéliens et les Arabes palestiniens. D'accord ? Cette influence négative de violence et de radicalisation, qu'elle soit chiite ou sunnite, a un impact également sur la vie avec les Israéliens. Maintenant, ce que Lieberman propose, et je pense que c'est une idée qui est importante, c'est séparation des deux peuples. Mm-hmm. Non pas seulement arabes... Donc transfert de population. Pas de transfert, un changement, non, pas un transfert du tout. Les gens, en fait, on change les frontières pour éviter qu'il y ait donc d'abord un état binational. Le vivre ensemble est impossible. Le vivre ensemble est impossible. Il se peut qu'il y ait des gens très bien à côté de l'autre. C'est impossible. On arrive ici à une catastrophe. On arrive ici à une radicalisation, à des problèmes de terrorisme et de violence qui vont d'ailleurs aller de pire en pire. De pire en pire. Alors certains vont dire, s'il y a du côté israélien une initiative de paix, on arrivera à une solution, alors il y aura des mouvements politiques qui vont vouloir faire des choses au niveau politique, au niveau de la paix entre guillemets. On ne va pas arriver à la paix avec les Arabes, c'est impossible. Il va falloir absolument, et coûte que coûte, séparer les deux populations, c'est très compliqué, c'est très dur, mais c'est pour l'avenir d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, je dis bien juif et démocratique, c'est la seule solution. Sinon, nous allons arriver ici à un État binational, où c'est pas un terroriste qu'il va y avoir, mais il va y avoir des dizaines d'actions violentes un peu partout. On l'a dit, ils parlent hébreu couramment, ils n'ont pas une tête spécifiquement différente des Israéliens juifs, ils s'habillent de la même manière, et c'est le fait d'être ensemble avec une idéologie islamiste intégriste qui maintenant fait qu'on n'a pas seulement un terrorisme, mais des centaines de candidats au terrorisme, va nous poser des problèmes très dangereux et très graves pour l'avenir. Alors, vous avez 2 minutes pour répondre. Je suis extrêmement amusé par cette théorie parce qu'il faut quand même se rendre compte de ce que propose Lieberman. Moi, je ne suis pas contre
un changement des frontières, ni qu'il y ait des changements de population. Attendez. Je vais vous dire pourquoi je prends un ton amusé. Parce que d'abord, je vais vous dire, Olivier, je vais vous répondre. Ça vous déplaît peut-être, mais c'est très grave parce que vous êtes. Attendez, votre leader, jusqu'aux dernières élections, se trouvait dans le gouvernement. Premièrement, si vous voulez moins d'Arabes, il fallait d'abord faire une chose simple, c'est ne pas annexer Jérusalem-Est en 67, en 77, et en 80, ne pas annexer les Arabes, les 300 000 Arabes israéliens. Ces choses-là ont été le résultat d'une situation de l'époque qui, vous savez, non, attendez. On a annexé d'abord, on est très sérieux. On a annexé 300 000 Arabes supplémentaires. Ensuite, dans les années 90, lorsque le gouvernement de droite qui était au pouvoir voulait aussi, Barka el-Garbi, Barka el-Sharki ont été intégrés. C'est Rabin qui a fait le plus, entre guillemets. Non. Vous savez qui a proposé. C'est Rabin qui a fait le plus de villages juifs en Judée-Samarie. Dans les années 70. C'est la gauche, c'est les partis travaillistes. Mais moi, je ne suis pas là en tant que membre du Parti travailliste. Mais vous parlez en tant qu'historien, soyons clairs. Il faut regarder les choses. C'est pas le problème, on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la solution du binationalisme est impossible. Attendez, mais moi, je suis contre le binationalisme. Mais si vous n'acceptez pas un accord avec les Palestiniens, vous allez les faire passer où, ces Arabes? Et en plus, je vous explique. Vous allez les faire passer où? L'erreur. Si vous dites demain qu'on fait passer le triangle, si on fait passer demain el Fahem du côté palestinien, il faut que les Palestiniens l'acceptent. Vous reviendrez tous les deux. Juste un mot. Le problème n'est pas entre Israéliens et Palestiniens, il est entre Israéliens juifs et Arabes. Oui, Olivier, c'est très facile de mener une négociation avec vous-même. Cette négociation, elle est menée avec d'autres. Olivier Rafovic, nouveau journal. On arrête tout. À tout à l'heure.